Avant-propos. Les essais et les conférences qui composent cet ouvrage sont des variations sur un même thème très simple. L'idée que nos erreurs peuvent être instructives. Et il propose une théorie de la connaissance et de son développement. Il s'agit d'une théorie de la raison qui assigne aux argumentations rationnelles une fonction modeste et néanmoins décisive, la critique des tentatives, souvent erronées, que nous faisons pour résoudre les problèmes qui se posent à nous. C'est également une théorie de l'expérience qui attribue à nos observations un rôle tout aussi modeste, mais presque aussi décisif, celui d'être des tests pouvant contribuer à nous faire découvrir nos erreurs. Si cette théorie met l'accent sur notre caractère faillible, elle refuse le scepticisme, puisqu'elle montre également que la connaissance est susceptible de développement et la science de progrès, pour cette simple raison que nous pouvons être instruits par nos erreurs. La connaissance, et la connaissance scientifique tout particulièrement, progresse grâce à des anticipations non justifiées et impossibles à justifier. Elle devine, elle essaie des solutions, elle forme des conjectures, c'est-à-dire des hypothèses. Celles-ci, ces conjectures, sont soumises au contrôle de la critique, c'est-à-dire à des tentatives de réfutation, qui comportent des tests d'une capacité critique élevée. Elles peuvent survivre à ces tests, mais ne sauraient être justifiées de manière positive. Il n'est pas possible d'établir avec certitude qu'elles sont vraies, ni même qu'elles sont, entre guillemets, probables, c'est-à-dire au sens que confère à ce terme le calcul des probabilités. La critique de nos conjectures est déterminante. En faisant apparaître nos erreurs, elle nous fait comprendre les difficultés inhérentes aux problèmes que nous tentons de résoudre. C'est ainsi que nous acquérons une meilleure connaissance de ce problème et qu'il nous devient possible de proposer des solutions plus concertées. La réfutation d'une théorie constitue toujours à elle seule un progrès qui nous fait nous approcher de la vérité. Et c'est en ce sens que nos erreurs peuvent être instructives. À mesure que nous tirons des enseignements de nos erreurs, notre connaissance se développe, même s'il peut se faire que jamais nous ne connaissions, c'est-à-dire n'ayant de connaissances certaines. Puisque notre connaissance est susceptible de s'accroître, il n'y a là aucune raison de désespérer de la raison. Et puisque nous ne saurions jamais avoir de certitude, rien n'autorise à se prévaloir en ces matières d'une quelconque autorité, à tirer vanité de ce savoir ni à faire preuve à son propos de présomption. Celle de nos théories, qui se révèlent opposer une résistance élevée à la critique et qui paraissent, à un moment donné, offrir de meilleures approximations de la vérité que les autres théories dont nous disposons, peuvent, assorties des protocoles de leurs tests, être définies comme, entre guillemets, la science de l'époque considérée. Comme aucune d'entre elles ne saurait recevoir de justification positive, c'est essentiellement leur caractère critique et le progrès qu'elles permettent, le fait que nous pouvons discuter leurs prétentions à mieux résoudre les problèmes que ne le font les théories concurrentes, c'est cela qui constitue la rationalité de la science. C'est là, en résumé, la thèse fondamentale que développe le présent ouvrage, et elle s'y trouve appliquée à de nombreux problèmes, empruntés à des domaines très divers allant de la philosophie et de l'histoire des sciences physiques et sociales à la politique et à l'histoire. C'est à cette thèse centrale qu'il reviendra de conférer au livre son unité, et à la diversité des thèmes traités d'autoriser quelques redites peu importantes. J'ai revu, augmenté et remanié la plupart des chapitres, mais pour ce qui est des conférences et des émissions radiophoniques, je n'ai pas cru devoir modifier leur tonalité particulière. Il eût été aisé de gommer les éléments narratifs de l'exercice, mais j'ai songé que les lecteurs préféreraient souscrire à ce registre stylistique plutôt que d'avoir le sentiment de ne pas être admis dans la confidence. J'ai également inclus à l'attention des futurs critiques une de mes recensions où la critique est fort sévère. Celle-ci forme le dernier chapitre de l'ouvrage et contient une partie essentielle de mon argumentation qui n'y figure pas ailleurs. J'ai exclu tous les articles qui eussent présupposé chez le lecteur des connaissances spécialisées en logique, en théorie des probabilités, etc.
J'ai néanmoins regroupé sous forme d'addenda quelques notes à caractère technique qui retiendront peut-être l'attention de ceux qui se trouvent intéressés par ces questions. Ces notes, ainsi que 4 des chapitres, sont publiées ici pour la première fois. Afin de prévenir tout équivoque, je tiens à préciser que j'emploie toujours les termes libéral, libéralisme, etc. dans l'acception qui demeure, aujourd'hui encore, la plus usitée en Angleterre. Ce n'est sans doute pas le cas aux États-Unis. Libéral ne désigne pas ici l'adepte d'un quelconque parti politique, mais simplement toute personne attachée à la liberté individuelle et avertie des dangers qu'implique toute forme de pouvoir ou d'autorité. Berkeley, Californie, printemps 1962, Karl Raimund Popper.